Il y a un maître d'école ici, c'est moi, vous le savez. Vous pouvez bien prendre place, s'il vous plaît. Alors, je déclare que nous avons largement le quorum, bien évidemment. Alors, j'ai reçu un certain nombre de pouvoirs pour de multiples salariés. Brigitte Voiron a publié, Jannick Géin, Marie Antel, c'est là, pardon, je ne pas. Thierry Pastou a Véronique Balanda jusqu'à son arrivée, Frédéric Pizarre à un bon serviteur, York Fekir à Cécile Bessot, Raphaël Fantin, Philippe Péjoie et Charles J. Vanovic à Isabelle R. On est d'accord dans la vie des personnes? Je vous propose de nommer, parce qu'on l'avait pas fait dans le passé, je vais vérifier, Véronique de Balanda comme secrétaire de séance. C'est bon? Voilà, vous dites. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Nous avons tous appris le décès après une longue maladie de Gilbert Roch. Maison Lafitte, père, un bâtisseur pour Maison Lafitte, un homme qui a toujours aimé sa ville, un homme qui a œuvré pour l'intérêt général. Il a été élu la première fois en 1959. Il a quitté, vous le savez, en 1983. Et je dois dire qu'il est resté, jusqu'en 89. Et je dois dire que Gilbert Roch, qui avait du caractère, chacun le sait, a toujours poursuivi inlassablement certaines idées de Maison Lafitte, et notamment de Maison Lafitte sportif. Nous lui devons, tant avec Pierre Lhuillier qu'avec Pierre Dupé, de nombreuses réalisations. Il avait toujours estimé, à juste titre, qu'il valait mieux qu'un certain nombre d'enfants deviennent des sportifs, qu'ils puissent ainsi trouver la voie de la citoyenneté au lieu de tomber dans l'oisiveté ou autre travers. Je tiens ici à lui rendre hommage avec force. Nous n'avons pas toujours été d'accord, nous avons prêté, mais souvent, lorsque l'on s'apporte sur le plan politique, on crée des liens qui vont au-delà des simples apparences et au-delà, je dirais, de l'instant T. Mais le travail politique, c'est aussi l'opposition des idées. Et ça n'a pas de prix, c'est le fondement même de notre démocratie. J'adresse à Madame Roch, en votre nom, ainsi qu'à ses enfants, nos sincères condoléances, leur dire qu'ils peuvent être fiers de l'apport de Gilbert Roch pour notre ville, et je vous demande de respecter quelques instants de recueillement. Je vous remercie. J'ajoute que les obsèques de Gilbert Roch ont lieu jeudi à 11h30 et que bien sûr, j'y serai et je vous invite à venir pour celles et ceux qui auraient participé à cette cérémonie. J'en viens maintenant à l'ordre du jour, car la vie continue quoi qu'il arrive. Et on me dit, ce qu'on m'a dit d'ailleurs, que le compte rendu du conseil municipal du 28 septembre vous sera soumis à un autre moment plus tard, donc je le laisse. J'en viens maintenant au point 2. Avez-vous des questions sur les 2 pages de décision prise par votre serviteur ou mon adjoint dans le 21-22-22 du Code général des collectivités? Madame, qui je vois là? C'est où, madame? Allez-y. Monsieur le maire, demande de précision sur la décision du 11 octobre 2017 relative au contrat de prestation sécurité ferroviaire
dans le cadre de la passerelle piétonne. De quoi s'agit-il précisément? Alors je me félicite de votre question parce que lorsque j'ai vu ce libellé, j'avais une petite idée et moi aussi j'ai demandé des précisions. Claude Kopelinski. Oui, cette prestation était parfaitement prévue et budgétée dans le budget de la passerelle. Ceux qui étaient présents ont pu voir que tant lors du démontage de la passerelle existante que lors du remontage, les trains ont été arrêtés et donc le personnel des SNCF a été mobilisé pour la sécurité pendant toute la durée de nos travaux. C'est eux qui ont coupé la ligne et le courant et ensuite ils l'ont rétabli. C'était vers 4-5 heures du matin pour ces deux opérations. Et donc ça fait partie des prestations qui étaient prévues dans le budget de la passerelle. Ah mais il faut aller plus loin, mon cher Claude. Il était prévu initialement 300 000 euros. Non, et ça... j'ai pas voulu en parler. Oh, mais oui, on avait prévu, on était bien obligés. On avait mis une somme et ça nous a coûté, heureusement, 114 075. Le reliquat, ça c'est les autobus mis à disposition. Oui, j'entends bien. D'accord, mais il a été, heureusement, ça nous a prévenu parce qu'on s'attendait avec la SNCF à quelques surprises, tel n'a pas été le cas, et nous sommes rentrés dans les normes. Mais on a attendu assez longtemps, on s'est dit, tiens, ils nous ont fait Non, non, non. Mais en réalité, il y avait des travaux qui étaient effectués par eux et qu'on avait aussi prévus. C'était une remise en état d'un muret, et tant que cette remise en état n'a pas été faite, ils n'avaient pas le montant exact, c'est pour ça qu'ils n'ont pas facturé. D'accord. Bien. Enfin, voilà à quoi ça correspond. Autre point. Décision du 17 octobre 2017 relative aux travaux de démolition de maçonnerie pour l'aménagement du Lido Marmos. Attendez, parce qu'il y en a plusieurs là. 17 octobre. L'avant-dernière, que la page 3, pour un montant de 165 000 euros hors taxe. C'est derrière le service urbanisme? Oui, non. Non, c'est à côté du commissariat de police. C'est l'immeuble qui est l'entrée de la voie qui va desservir l'îlot Longueuil. Madame Barnes, vous avez levé la main? Oui, je voudrais revenir sur la deuxième décision du 8 septembre 2017. D'abord, je voudrais m'excuser pour ma voix. Je vois que nous allons à nouveau commander des panneaux. Je me demandais si on allait enfin avoir des panneaux directionnels piétons, au moins pour le château et la piscine, pour les gens qui arrivent à la gare. Ça serait bien qu'ils sachent comment on va à la piscine, comment on va au château à pied. Je vous assure qu'on nous le demande régulièrement, donc c'est que ça correspond. Mais en bonne citoyenne pour enseigner les personnes. Absolument. Eh ben, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, alors là ce sont des panneaux directionnels. Regardez, la raison, c'est qu'on avait passé un marché avec une entreprise il y a un peu plus d'1 an et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des délais impossibles. Donc on a relancé le marché et voilà pourquoi cette entreprise. Non, mais la question posée, c'est pas ça. Oui, non, mais la question posée, c'est de savoir si on va dire c'est par ici le château, c'est par ici la piscine. Donc on peut y réfléchir. Alors, aux dernières nouvelles que j'ai testées une seule fois, oui. Samedi, j'étais dans mon bureau en train de travailler, on sonne à la porte, et bien évidemment, on m'a demandé un plan pour une nouvelle contribuable à la Maison Lafitte. Alors je l'ai félicité de venir payer les impôts ici, et je lui ai remis le plan, et donc c'est plus facile de remettre un plan, vous savez parfois, qu'un panneau directionnel qui peut coûter cher. Oui, mais la mairie n'est pas toujours ouverte. On est toujours présent, ne dites pas ça, ne dites pas ça, on est toujours présent. Merci. J'ai un deuxième point dans les conventions d'occupation à titre précaire et payant. La deuxième du 17 octobre. Donc, si je prends la deuxième page de vos décisions, oui. Ça fait la 4e décision. Elle ne concerne ni un agent ni un professeur des écoles, alors que c'est systématiquement présenté comme étant un agent ou un professeur des écoles et pour toutes les autres. Et elle n'est que pour une durée de 6 mois et non d'1 an, comme pour toutes les autres. Je ne vous demande pas à qui vous louez, je voudrais savoir ce qui justifie cette différence de traitement ou ce libellé, tout simplement. Non, c'est quelqu'un qui travaille pour la ville, et donc effectivement ça pourrait être un peu plus précis, mais c'est quelqu'un qui travaille pour la ville. Et pourquoi seulement 6 mois? Ça va être reconductible ou pas? Non, parce qu'il doit y avoir, je crois qu'il y a un changement dans la situation de la personne. Oui, c'était 6 mois, c'est pour ça. C'est la répétition d'une décision qui avait déjà été prise dans le passé. D'accord. Donc on renouvelle tous les 6 mois. Voilà, c'est ça. On va peut-être passer à 1 an comme les autres, non?
Pardon? On ne peut pas passer à un an. Non, mais parce que c'est plus qu'un seul qui va peut-être se loger dans d'autres moyens, sur une autre situation, etc. Voilà. C'est pour répondre à des besoins, je dirais, plus personnels. Voilà. C'est quelqu'un qui parle pour la vie aussi. Vous savez, en matière d'attribution de logement, que ce soit au personnel tribunal ou au professeur des écoles, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas, comment pourrais-je m'exprimer, de fausse attribution modèle Ville de Paris. Pas ça, je vous dis. Je sais pas. Ah bon? Je sais pas, je suis pas dans les villes de Paris, moi je sais pas de quoi vous parlez. Bien, allez, on y va. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas? C'est pas mal. Bon, attendez, mais il faut que je réponde aussi aux questions que vous m'avez posées, parce que vous en avez posé un certain nombre. Pas inintéressante d'ailleurs, qui va nous permettre de... Alors, qui est arrivé en premier? Que je sache. Alors, le 15 novembre. Un instant. Donc, c'est M. Le Bernet qui ouvre les questions. Première question, qui est d'Anne Lavagne. Monsieur le maire, la communauté d'agglomération est en train de finaliser son projet de territoire. Pouvez-vous nous indiquer, clarifier les enjeux pour Maison Laffitte? Alors, ce texte n'est pas encore adopté par la communauté d'agglomération. Il est en cours d'élaboration et il a été discuté à quelques reprises déjà par le bureau des maires, qui, comme vous le savez, est l'organe de pilotage de toute l'agglo pour avoir une sorte de consensus entre toutes les villes. C'est un texte qui est un texte d'orientation politique plus que de normes juridiques. Il faut le savoir. Et ça a été voulu, j'ai insisté d'ailleurs, pour que ça soit des orientations et que ça ne soit pas quelque chose de trop normatif, mais qui permette d'aller dans des directions. Alors ce texte, qui sera sans doute adopté au prochain conseil communautaire, il commence d'abord par, je dirais, le descriptif du territoire, c'est-à-dire les 20 communes, et on constate bien évidemment que ça vous a pas, on est toujours dans des positions stratégiques, c'est-à-dire que vous avez Paris, vous avez ensuite la Normandie, et nous on est au milieu. Donc on est, dit le texte, dans une position géographique stratégique. On ne mange pas de pain, ça à savoir ensuite à quoi ça sert. Et donc, véritablement, on décrit quelle a été d'abord dans cette première partie l'évolution du territoire depuis pratiquement un siècle et quels pourraient être les enjeux. Donc, il y a donc une première partie qui est, je dirais, très diagnostique, qui n'apporte pas grand-chose, mais qui permet de poser le territoire. Et ensuite, il y a une deuxième partie plus intéressante qui s'intitule « Un projet de territoire au service des habitants et des entreprises ». Et le premier point, l'axe fort, c'est de renforcer l'activité économique du territoire. Mettre en place un guichet unique de proximité pour les entreprises et les investisseurs sur le territoire, renforcer les liens avec les réseaux des partenaires, améliorer la connaissance et rendre compte de la vie économique, créer des partenariats institutionnels au profit des entreprises, je vous donne des titres de chapitres ou de sections plus exactement, finaliser le déploiement de haut débit et le promouvoir. Ensuite, il est dit qu'il faut valoriser l'attractivité, l'accueil et le développement de l'économie, développer et moderniser les pôles productifs, proposer une offre immobilière répondant aux différents besoins des entreprises. J'insiste sur ce point. Il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent à ce titre. Mettre en valeur les atouts du territoire, soutenir la création et l'innovation. Ce n'est pas en apportant, bien sûr, je dirais, des subventions, mais c'est créer, pour ce qui est des entreprises, une sorte d'halo favorable. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est très important, qui est de développer une offre de mobilité structurante et tournée vers l'avenir. On s'est aperçu, et ça vous le savez au quotidien, qu'il y a des difficultés de déplacement dans notre territoire et il est urgent qu'on
puisse améliorer les déplacements. Il y a un point qui va nous intéresser, d'ailleurs, sur lequel on prend acte et on va prendre date, c'est par exemple équiper les pôles gares, les stations, trams existants et futures pour y offrir un panel de solutions de mobilité, stationnement, consignes, vélo, aires de covoiturage, etc. Donc il y a un certain nombre d'axes forts pour ce qui est du développement des déplacements dans notre région. Il faut bien sûr aussi, là il faut être prudent, soutenir et accompagner la réalisation de projets structurants pour le territoire, type EOL, type tram sur des sites donnés. Mais là encore, il s'agit d'un appui politique, il ne s'agit pas de financer, on ne va pas financer des choses qui relèvent soit du STIF, soit de la région, soit de l'État. Et là, on a quand même des limites en matière de financement. Développer l'usage des modes actifs, c'est mener une politique volontariste de développement des circulations douces, c'est important, puisque nous y sommes confrontés. Enfin, il y a aussi de promouvoir des solutions de mobilité alternatives, des transports partagés, soutenir les plans de mobilité inter-entreprises, expérimenter de nouvelles solutions de transport à la demande et imaginer de nouveaux transports de mobilité. Axe 3, répondre aux défis d'aménagement futur tout en préservant l'exceptionnelle qualité de vie du territoire. C'est protéger les espaces agricoles existants, c'est essentiellement la plaine de Montesson et aussi au Mesnil-le-Roi. Préserver le patrimoine exceptionnel, la ville-parc du Vésinet, par exemple, le parc de Maison Lafitte, garantir la durabilité et la pérennité de l'équilibre des différentes ressources, recycler les friches industrielles, vaste programme, toute une série d'actions qui permettent, je dirais, de caler le territoire en termes à la fois de développement et d'innovation. Et enfin, il y a un point très important sur ce chapitre, qui est maîtriser la densification et l'évolution urbaine. Donc, c'est un ensemble de mesures. C'est plus aujourd'hui une sorte de listing d'actions que l'on peut mener. Ça se termine bien sûr par le tourisme, mais il n'en demeure pas moins que c'est un programme, c'est un projet, je dirais, évolutif. C'est un document plus politique que juridique. Et ensuite, bien évidemment, on voit comment tout ça évolue. Il peut être modifié, complété en fonction de l'évolution des choses. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore adopté. Ce que je vous ai dit, à mon sens, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas encore acté par le Conseil communautaire. Ça va l'être très certainement rapidement. Deuxième point. Sur le tourisme, comme on a récupéré notre compétence en matière touristique, ça va se passer comment par rapport au projet du territoire? Alors, c'est très simple. Nous sommes en coordination avec l'Aglo Expo, mais nous voulons garder la maîtrise de la politique touristique pour de multiples raisons que je pourrais expliquer de manière, je dirais, à huis clos. Donc, la politique touristique de la ville demeure la politique faite par la ville dans ce conseil municipal, avec bien évidemment une coopération et une sorte de coordination avec le PCI à ce titre. Monsieur Tassin, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais simplement rappeler, on a déjà dit, à savoir que Maison Lafitte a une identité touristique extrêmement forte, Saint-Germain aussi, et qu'il nous a paru effectivement préférable de conserver notre marque de façon très visible, plutôt que de la confier aux voisins, même si, et j'insiste, on continuera bien entendu à coopérer sur des projets communs. Et d'ailleurs, à ce titre, je signale qu'en tant que délégué communautaire au tourisme, je suis membre du comité directeur de l'Office de tourisme communautaire de Saint-Germain-en-Laye. On ne confie pas les intérêts de Intermarché à Leclerc. Il y a un peu de ça. Voilà. Non, il faut soyez certain que... Parce que vous savez, il ne faut jamais oublier, il y a les institutions, il y a les hommes. Et j'embrasse toutes les femmes. Voilà.
Deuxième point, conseil du quartier. J'ai juste une question. Est-ce que la ville se sent liée par tout ce qui sera arrêté au niveau de l'arrêté du projet de territoire? C'est-à-dire que ce projet, je l'ai trouvé très ambitieux. Il y a toute une partie sur les mobilités que j'ai trouvé extrêmement intéressante, parce que c'est des positions que vous m'entendez défendre ici depuis très longtemps. Je voulais savoir, est-ce que la ville, d'une manière ou d'une autre, va se sentir liée par ces orientations, puisque vous indiquez que c'est des orientations, ou est-ce que juste la ville va laisser faire à la communauté d'agglos ce qu'elle pense nécessaire de faire dans la ville? Votre question est insolente. Ah non, alors là, vraiment, Elle est insolente. Quand, je dirais, en tant que représentant de la ville, tant au bureau des maires qu'ensuite dans l'intercommunalité, nous adoptons un texte, c'est pour le suivre. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire le contraire de ce que j'ai acquiescé. À ce titre, bien évidemment, il y a des mesures. Si vous prenez par exemple le pôle gare, sur lequel nous avons pris date pour qu'il y ait notamment des aménagements vélos, mais nous sommes obligés d'attendre parce qu'il y a un problème de financement, il y a un problème, donc ce sera sans doute 2019. D'ici là, je répondrai tout à l'heure à une autre question, nous avons d'autres mesures en tête. Et bien évidemment, nous accompagnons et nous venons dans ce processus. Voilà. Merci. bien, c'est très bien. Madame Natacha Monet, vous avez une question? Oui, Monsieur le maire, on avait une question par rapport au fonctionnement des conseils de quartier, et notamment sur deux périmètres en particulier. Le premier, c'est le périmètre du parc. On peut constater aujourd'hui qu'il n'y a pas constitution d'un conseil. Donc, notre question est, voilà, à quand un conseil sera-t-il constitué donc, sur le périmètre du parc? D'autre part, sur le périmètre de la zone pavillonnaire, on peut constater qu'on a reçu en tout cas des remontées négatives de la part d'un certain nombre d'habitants sur son fonctionnement, parce qu'il ne couvre pas l'ensemble des thématiques qui pourraient être abordées sur ce périmètre, et notamment qui sont cruciales au-delà des questions de sécurité. Je pense notamment aux questions notamment de mobilité ou d'aménagement. Et donc on se posait simplement les questions, est-ce que c'est dû à un périmètre qui est peut-être trop large au regard de la population qui habite sur ces zones pavillonnaires? Est-ce que c'est l'absence d'organisation de commissions thématiques, comme cela peut être organisé sur certaines autres zones de conseil de quartier, je pense notamment au Petit Parc ou à d'autres, ou alors est-ce pour d'autres raisons? Alors, pour ce qui est, Claude Compélenski va vous répondre sur la zone pavillonnaire, et je rajouterai quelques commentaires. Vas-y. Je peux même vous parler du parc, puisqu'on a rencontré la représentante du parc, et la première réunion est fixée au mois de janvier. Janvier, c'est prévu. Fin janvier. Ils doivent remonter des demandes de candidature. Pour le moment, il y avait très peu de candidatures de futurs délégats. Alors le parc, à ce propos, doit relancer, faire savoir. Voilà. Donc de ce côté-là, ça se met en place, mais ça a pris un peu plus de temps. Voilà. Alors maintenant. Ensuite, en ce qui concerne la zone pavillonnaire, je suis vraiment plus que étonné, atterré par votre question. Parce que lorsqu'on a fait nos ordres du jour, j'envoie à tous les membres leurs questions et je leur demande quelles sont les questions, les interrogations que vous souhaitez voir abordées lors de ces réunions. On leur laisse un temps de plus de 3 semaines et donc l'ordre du jour est établi à partir de ces questions. Donc contrairement à ce que vous avez l'air d'insinuer, on ne parle pas que de sécurité. Je peux vous dire qu'on a abordé des problèmes de circulation, de stationnement, de pose de banc, de nuisances sonores, de diminution des déchets, de la vidéosurveillance, du passage de la fibre optique, de la réfection de voirie, des abribus, du ramassage des déchets verts et des effectifs même dans les écoles. Donc il y a eu quand même beaucoup de sujets qui ont été traités. Ensuite, pour les groupes de travail, j'ai informé tous les délégués qu'il leur revenait l'initiative d'organiser ces séances de travail de commission entre eux. Pour cela, contrairement à ce qui avait été dit à la première réunion où les gens ne voulaient pas échanger leurs adresses mail, ils ont accepté à la deuxième réunion d'échanger leurs adresses mail pour pouvoir se regrouper en commission. Et je vais même plus loin, j'ai reçu une proposition par l'une des commissions pour un aménagement
d'artère dans Maison Lafitte. Et on m'a demandé un rendez-vous pour que l'on puisse étudier leurs propositions. Et ce rendez-vous est prévu d'ici une quinzaine de jours. Donc, ou vous changez d'informateur ou d'informatrice, mais je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Ne vous inquiétez pas, on est bien informés. Simplement, ce qui était regretté par les remontées des riverains, c'est que les sujets en conseil de quartier, c'est normal, c'est pour l'instant seulement 2 réunions qui ont été organisées, donc on ne peut qu'aborder les sujets que superficiellement, et que l'initiative n'a pas été prise de proposer des commissions thématiques avec une remise des adresses mail aux participants qui attendent toujours les adresses et qui ont dû s'organiser entre eux d'eux-mêmes pour proposer une réunion Madame Monet, sur le sujet. Il faut bien Je rétablis les faits. Attendez, les conseils de quartier sont là pour véritablement faire remonter un certain nombre d'interrogations et de propositions. Ce n'est pas des conseils municipaux bis, que ce soit très clair. Le conseil municipal de Maison Lafitte, il est ici. Et donc, ce que vous dites est, à mon avis, une perversion du système. Et donc, je suis désolé, madame, vous écoutez, quand vous prenez la parole, vous demandez à prendre la parole, donc c'est une question de discipline. Donc, sur ce côté-là, c'est très clair. De la même manière que je dis, aucun conseiller municipal ne doit participer à ces conseils de quartier. Ce sont des conseils de quartier dans lesquels ce sont nos concitoyens qui doivent faire passer un certain nombre d'interrogations, etc. S'ils veulent se concocter entre eux, ils le font. Mais c'est pour faire remonter les informations qu'on puisse ensuite en tenir compte ou non. Ça, c'est très clair. Donc, ce que vous dites, il ne s'agit pas de démultiplier un certain nombre. Il n'y a pas 36 conseils municipaux à Maison Lafitte, il y en a qu'un. Donc, je suis contre ce que vous venez de dire. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Alors, on passe maintenant à la question 3 sur l'IPIS. Je voulais simplement préciser que d'autres conseils... Madame, s'il vous plaît, je suis à la question 3. Allez, posez votre question sur l'IPIS qu'il a posé. Eric ? Oui. On se félicite, comme on en avait parlé, de l'étude de potentialité qui a été lancée, pour laquelle il y a un appel d'offres qui a été lancé et qui clos. Mais au-delà de cette initiative, on voudrait savoir quelle est la stratégie de la ville pour faire perdurer le site d'entraînement et le champ de course. Merci. Madame de Valanda, je compléterai éventuellement. Un certain nombre d'actions ont été mises en place. Il est bien clair pour tout le monde que le centre d'entraînement ne perdurera que s'il y a des chevaux dessus. Il y a un vrai problème économique aujourd'hui sur la gestion de France Gallo, ça non plus c'est un secret pour personne. Donc France Gallo cherche des économies. Et nous, si on veut que le centre d'entraînement perdure, on essaye de faire venir des chevaux à Maison Lafitte. Donc, en ce sens, plusieurs actions ont été entreprises. On a fait un recensement des box. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entraîneur, il a besoin de box qui se regroupent. Aujourd'hui, on a 8 box à louer dans une écurie, 6 dans une autre, 5 dans une autre. C'est assez mal réparti. On a du mal à avoir des grandes écuries. France Gallo avait suspendu les locations de box. Ils voulaient vendre, maintenant ils ne veulent plus vendre, mais ils ne voulaient plus louer non plus. Donc ça devenait vraiment compliqué d'attirer du monde. Ils ont un peu assoupli leur politique puisqu'ils ont autorisé un jeune entraîneur qui a eu sa licence récemment à s'installer dans une écurie qui leur appartient, à tout Madame Lafitte. Que vous devez connaître, puis c'est à côté de chez vous. En location. Oui, absolument. Avec possibilité par la suite, éventuellement, d'acheter. Mais on est un peu confronté à un problème récurrent, c'est que en 2 mois, là par exemple, il y a 2 entraîneurs étrangers qui venaient s'installer et qui sont finalement partis à Maison Lafitte, à Chantilly, parce qu'il y a des rumeurs persistantes de gens qui peut-être veulent bien faire mais qui finalement font beaucoup de mal à la vie, et qui n'arrêtent pas de dire que le centre d'entraînement est menacé, que tout va fermer, que c'est une catastrophe. Et en fait, ce type de discours, au lieu d'attirer le monde, le fait fuir. Donc on a perdu en 2 mois à peu près 45 chevaux, italiens et britanniques, qui venaient s'installer, qui sont partis ailleurs. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on rame tous dans le même sens et qu'on arrête les discours défaitistes, autrement tout le monde va partir petit à petit. Donc on a fait un certain nombre de mailings, on a récupéré les adresses des entraîneurs italiens, irlandais, anglais, à qui on a fait des mailings. C'est comme ça qu'on a réussi à récupérer les noms. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Donc on poursuit nos efforts, mais on aimerait bien être soutenu par tout le monde. Alors, je voudrais compléter, parce que ce que vient de dire Véronique est parfaitement
renseignements exacts sur un point majeur. La ville a lancé cette étude de potentialité et nous aurons les résultats dans quelques semaines. Deuxièmement, la ville, et ça a été dit, a mis au point un certain nombre d'instruments de communication pour la recherche des chevaux et d'entraîneurs qui viendraient à Maison Lafitte, que ce soit en Italie, en Angleterre et autres. La ville est prête à concourir avec d'autres collectivités à des investissements nécessaires, je dis bien investissements, qui permettraient de conforter le site d'entraînement à une condition. C'est que, et c'est là-dessus d'ailleurs, puisque nous allons rencontrer très bientôt le président Rothschild, c'est qu'il y a un engagement de France Gallo sur le maintien du site. C'est la condition. On ne va pas travailler pour le roi de Prusse. Hein, c'est clair? Donc, notre objectif, c'est de dire, eh bien, oui, on va aider, on travaille ensemble dans un partenariat. Je n'en dirai pas davantage. Le problème, c'est que les prises de décision, parfois à France Gallo, ne sont pas simples. C'est une structure associative avec des, je dirais, diverses forces qui ne vont pas toutes dans le même sens. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre point sur lequel il est très important, c'est que l'État doit prendre des décisions. Ces décisions concernent la Française des Jeux. Il y a des projets de privatisation de la Française des Jeux. Si cela se fait, si vous faites entrer au capital la Française des Jeux des privés, ils vont vouloir en retour de dividendes. Or, on sait très bien ces derniers temps qu'il y a eu cannibalisation des paris hippiques par les paris addictifs de la Française des Jeux et qu'il y a 1 milliard qui vont basculer, 1 milliard d'enjeux qui sont basculés d'Iolypis vers la Française des Jeux. Vous n'avez qu'à aller voir ce qui se passe dans la maison de la presse ici, de la manière dont ça se passe. Une personne arrive, elle prend le Parisien délibéré. Ah, je prendrais bien aussi tel type de jeu. Ça se fait, mais alors, naturellement. J'ai vu ça aussi pendant mes vacances en Savoie, de la même manière. Donc on a un véritable problème de politique des jeux en France, et si le gouvernement ne prend pas contact, alors j'ai un certain nombre de contacts en cours, et c'est véritablement le problème, quelle est la politique des jeux en France au regard de l'aménagement du territoire. C'est véritablement un point crucial. Voilà, donc je pense qu'on va y arriver, je pense que nous avons des bons atouts, et surtout nous avons des professionnels qui sont de premier plan, et sur un point très précis, ils sont les seuls à devoir et pouvoir parler pour leurs propres intérêts, que ce message soit clair. Personne d'autre qui parlera en dehors d'eux pour ce qui est de leur avenir professionnel. La ville accompagnera, et c'est à eux de dire ce qu'ils veulent pour justement le centre d'entraînement de Maison Lafitte notamment, mais je sais qu'ils y travaillent. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, on revient sur les vélos. C'est un sujet qui revient de façon récurrente parce que le manque de place à la gare se fait quand même ressentir, contrairement à ce que vous nous aviez montré une fois. Et donc la sécurisation, donc on voulait savoir qu'est-ce qu'il était envisagé de faire pour plus sécuriser ces garages à vélo et surtout aussi pour en augmenter le nombre de places. Parce que si vous arrivez un petit peu tard au niveau de la gare, il n'y a plus de place, les vélos sont obligés de se mettre le long des voitures, le long des barrières, et donc ça manque de place. Vous savez combien il y a d'heures sur le vélo autour de la gare? Peu importe le nombre qu'il y en a. Combien y en a-t-il? Je sais, mais j'ai pas le chiffre. Alors, mais je vais vous dire, le problème il est simple, il y en a plus de 600. Oui, mais... Bon, attendez. Là-dessus, nous allons rapidement regarder. Je vais demander au service technique et à Claude Kopelansky, on va aller faire un tour et on va regarder si on peut encore en rajouter. Le problème, c'est que c'est comme la plus belle femme du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. C'est bien gentil de sauter, je veux un arceau et de trépigner sur sa chaise, et encore, il faut savoir où on les pose.
Et donc, de ce côté-là, nous sommes en train d'y réfléchir et nous allons sans doute être obligés de prendre des décisions plus drastiques encore. Sur la sécurisation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc nous avons pris rang pour qu'il y ait près de la gare un équipement qui permettrait une meilleure sécurisation, comme il s'en fait maintenant dans un certain nombre de pôles gares. On va regarder ce problème, je dirais, avec la volonté d'y arriver, parce que vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a une demande forte autour de la gare pour poser son vélo, même si aujourd'hui j'ai constaté qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'arches libres, ce qui n'empêchait pas les gens de se coller contre les barrières, au passage. Bien. Donc, c'est en cours. J'ai demandé à Kopelanski un matin à la fraîche, on va aller faire le tour pour regarder où est-ce qu'on peut en mettre, mais il y a un moment, c'est très difficile véritablement. Alors, il y a peut-être d'autres endroits où on peut en mettre. On va regarder ça, il ne faut pas que ça soit très loin de la gare, mais peut-être y compris quelques-uns sur l'avenue Longueuil, mais de manière intelligente. Ça semble impossible. Bien. Alors, il y a une question qui a été posée, mais la personne n'est pas là, moi je suis désolé. La règle, c'est quand on pose des questions, on est présent. Voilà. Alors, je voudrais quand même faire une certaine remarque, parce qu'on m'a mis sous les yeux quelque chose qui m'a complètement sidéré, qui vient d'une association locale, un spécialiste depuis un certain nombre d'entrants des problèmes d'urbanisme, dans laquelle on nous accuse de vouloir construire sur l'hippodrome, de vouloir également, j'aurais été au courant d'un téléphérique qui passerait d'une rive à l'autre. Je suis désolé, mais quand on voit ces inepties, donc je tiens à démentir ce genre d'ânerie, et je dis bon, et je le ferai savoir à l'auteur qui a fait ce genre de commentaires, mais le maire, c'est moi, envisagerait en cas de fermeture de l'hippodrome de faire réaliser aussi de la marina de Port-Maison-la-Ville. Qu'est-ce que c'est que c'est 2000 logements neufs avec 25% de logements sociaux. Des conneries. Voilà, dit brutalement. Voilà, je tenais à le dire parce que je n'admets pas ce genre de désinformations qui sont plus grotesques qu'autre chose. Bien. Vous n'avez pas reçu la question? Laquelle? Oh! Alors là, j'ai monté à tous mes devoirs. Mais bien sûr, je l'ai reçu, bien sûr. Mais bien sûr. Mais allez-y, ma chère collègue, et néanmoins. Ça vous a déstabilisé? Absolument, je ne suis pas habituée à ces amabilités. Donc, le service de garde des pharmacies est organisé par le Conseil d'ordre des pharmaciens, au niveau départemental. Je vous fais grâce des articles, des machins, etc. En tout cas, depuis quelques mois, nous sommes organisés avec Sartrouville. Et j'ai regardé les services de garde de septembre, octobre, novembre et décembre. 21 dimanches et jours fériés. 4 jours à Maison-Lafitte, 1 jour au Ménil-le-Roi. Alors certes, il y a 51 000 habitants à Sartrouville, mais entre le Ménil et nous, on n'est pas loin de 30 000. Et je trouve que l'offre de proximité est disproportionnée entre nos communes. Je sais que la mairie n'a pas normalement voix au chapitre, puisque je répète que c'est le Conseil de l'ordre des pharmaciens qui s'organise par lui-même pour assurer ce service de garde. Mais je voulais savoir si la mairie ne pouvait pas interférer, dire que ça serait bien d'équilibrer un petit peu au niveau d'un rééquilibrage géographique. Et ma deuxième question est plus large, c'est une pharmacie de garde pour 80 000 habitants. Je trouve que ça fait peu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits en France où il y a aussi une pharmacie pour autant de population. Madame Bams, c'est pas les jours fériés seulement. Non, les dimanches. C'est toutes les nuits. Toutes les nuits. Et là, je m'étonne. Nous sommes, en France, ceux qui avons le meilleure prestation en matière de couverture pharmaceutique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le périmètre, il va effectivement de Sartrouville, je crois qu'il y a Ouille également, Ouille, Sartrouville, Maison, Ménil, Saint-Germain.
Et effectivement, Et alors sur 4 c'est. mois, Mais excusez-moi, sur 4 mois, il n'y a pas une fois à toutes Saint-Germain, les nuits, pas une fois. vous téléphonez au commissariat et on vous dit la pharmacie de garde est celle-ci et on l'a averti de votre venue. Donc, nous avons en France, et je tiens à le dire, une couverture pharmaceutique absolument unique en Europe. Partout ailleurs, ça n'existe pas. Dans la campagne, effectivement, de temps en temps, si on a un prépin la nuit et qu'on doit aller à la pharmacie, on est capable, alors il faut avoir une voiture, on peut faire 30 km avant de trouver une pharmacie. Mais il y en a une d'ouverte. Et donc ici, il faut le savoir, moi je rends hommage à tous ces pharmaciens qui souvent sont là la nuit, si vous téléphonez maintenant et que vous avez besoin effectivement en dehors des urgences, etc., eh bien vous pouvez trouver une pharmacie ouverte et en passant par le commissariat qui a averti le pharmacien pour éviter des problèmes de sécurité. Donc ce n'est pas simplement les jours fériés ou les dimanches, c'est toutes les nuits. Toutes les nuits. Je peux vous dire, il y a des médecins dans la salle, peut-être qu'ils m'en voudront, que du côté des médecins, ce n'est pas du tout le même régime. Voilà. Donc, je comprends que de temps en temps, il faut faire quelques kilomètres pour trouver la pharmacie. Il n'en demeure pas moins qu'elle est là. Voilà. Et donc, je ne vais pas intervenir parce que c'est une affaire qui est réglée par les pharmaciens entre les conséquences. Et je crois que le préfet doit y donner sa bénédiction. C'est tant qu'un préfet peut donner la bénédiction. Tous les pharmaciens sont d'accord. Pardon? Tous les pharmaciens sont d'accord. Enfin, je veux dire, vous pensez qu'il y a Ah encore des pharmaciens. Ils ont l'obligation, je veux dire, ça se fait de cette manière. Et comment se fait-il que sur 4 mois, j'ai pas vu une seule. Alors, c'est sur le site de la ville de Sartrouville, qui est une mine d'or. Vous allez trouver toutes les pharmacies de garde de septembre à décembre. Il n'y a pas une fois il n'y a pas une fois Saint-Germain, par exemple. Il y a vraiment que Sartrouville. Non, Saint-Germain, nous sommes dans le. Alors, ça veut dire que pendant 4 mois, ils n'ont jamais une pharmacie de garde à Saint-Germain. Mais si, ils sont dans le système. Alors, ça veut dire qu'il y a 2 pharmacies de garde alors. Non! La zone telle que je me le suis fait expliquer depuis pas mal de temps, je vérifierai un autre, ça va, je crois, de Pouille, Sartrouville, Maison, Ménil, Saint-Germain-en-Laye. C'est ça la zone d'astreinte pour les pharmaciens. Et ça revient assez fréquemment pour un pharmacien, parce qu'il y a toutes les nuits à tenir. Ah bah, là, ça revient moins d'une fois sur 4 pour les pharmacies mansoniennes. Une fois sur 4, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, pour les dimanches ou des choses comme ça, mais il y a la nuit entre-temps aussi. Bien, allez, on avance, et merci de votre question, ça permet effectivement. Alors maintenant, s'il faut, les adresses sont... Alors, oui, pour les nuits, par exemple, où est-ce qu'on peut trouver les... Parce que sur le site de la ville, par exemple... Micro, madame. Pardon, excusez-moi, avec la voix hachée. Sur le site de la ville, on trouve les adresses du dimanche, mais je n'ai pas trouvé les adresses des nuits de semaine. Parce que c'est le commissariat qui les donne pour des raisons de sécurité. Donc ce n'est pas public, il faut appeler le commissariat. Voilà, si vous avez un pépin, vous appelez le commissariat en disant quelle est la pharmacie de garde, ils vous disent, et à ce moment-là, la règle qu'ils ont reçue, mais qui n'est pas toujours respectée, c'est qu'ils appellent la pharmacie, on vous envoie quelqu'un. D'accord. Bien, allez, Philippe, à toi. Donc, attribution d'une indemnité au comptable public au titre de sa mission de conseil, en application stricte des textes de 1982 et 1983. Il est donc prévu une indemnité de conseil au comptable du trésor public. Et donc, nous avions, depuis 2014, M. Scheffer, M. Dissou, qu'on a particulièrement apprécié. Et maintenant, nous avons Mme Dussin, en janvier 2017, avec la particularité qu'elle est logée à Saint-Philippe, donc, comme vous le savez, mais à Sartrouville. Et bientôt à Houille. Absolument, bientôt à Houille. Et donc, nous vous demandons d'allouer et verser l'indemnité de conseil autour de 100% bien sûr du sein, ainsi qu'il est convenu dans les textes, en tant que chef du service comptable des finances publiques pour toute la durée de sa gestion, et de prélever bien sûr le montant de ces dépenses sur les crédits au budget communal. Remarque, il n'y en a pas adopté. Alors, budget ville maintenant, Philippe, à nouveau, s'il vous plaît. Donc, c'est la décision modificative numéro 2
Donc, de même que je l'indiquais pour la décision modificative numéro 1, nous sommes dans des décisions à la marge, puisque en fonctionnement, cela représente environ 0,88% des dépenses inscrites en fonctionnement au budget primitif et 0,47% en investissement. Et surtout, il s'agit en l'occurrence simplement d'ajustements aux prévisions budgétaires d'ordre et de nature plutôt comptable. À titre d'exemple, au niveau des dépenses en section de fonctionnement, donc pour un montant global de 311 744 €, nous avons essentiellement ces ajustements d'ordre comptable en 3 points. D'abord, les travaux du CIGEF ou l'AFIP, donc qui étaient prévus en investissement, qui basculent en fonctionnement. De la même façon, nous avons aussi pour des prestataires extérieurs l'inscription de crédits de fourniture supplémentaires qui basculent là aussi d'investissement en fonctionnement. Et également de la même façon pour la collaboration de recherche entre le SIAP et la commune relative au projet Valo et Kibou, dont nous parlerons un peu plus loin d'ailleurs dans l'ordre du jour de ce conseil, qui là aussi passe en section de fonctionnement. Sinon, nous avons aussi, et comme chaque année, les subventions à l'association de la crèche du Verdi pour 50 000 €, à l'Office du tourisme pour 40 000 €, aux fins, comme vous le savez tous les ans, d'assurer la trésorerie de ces établissements pour de l'argent qui est difficile de faire rentrer pour eux en début d'année. Voilà. En niveau recettes, nous avons les rôles complémentaires et supplémentaires à hauteur de 99 000 €, qui ont 100 000 €. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle que nous avons depuis quelques années. Ça ne va pas de soi. Et donc, c'est dans le bon sens. Et nous avons également dans le bon sens les droits de mutation, puisque d'ores et déjà, compte tenu de ce qui a été arrêté au 31 octobre, on peut prendre environ 150 000 € en plus. Et fort à parier, compte tenu des transactions qui se sont faites en fin d'année, on aura donc un chiffre élevé qui manifeste un certain dynamisme dans notre ville actuellement au niveau des transactions. Également, une petite subvention du conseil départemental de 2 500 € pour le développement de la maison de petite enfance, c'est à signaler parce que ça devient assez rare. En section d'investissement, donc pour les 136 350 €, donc les 0,40% que je vous indiquais, nous avons donc l'étude diagnostique pour Talma et pour Voltaire, donc avec un schéma de gestion des eaux pluviales. Également quelques acquisitions qui ont été rendues nécessaires, comme un véhicule au CTM en remplacement de celui qui avait fait l'objet d'un vol, sachant que je précise bien sûr que nous avons par ailleurs les assurances qui nous remboursent aussi de l'autre côté, bien sûr. Des travaux de réparation, des petits remplacements de postes ou des postes de store à la RPA. Et en recette, nous avons, vous le savez, la signature avec l'AST sur la maîtrise d'ouvrage temporaire du renforcement du Pont d'Alma, ce qui est pris à hauteur de 50% par l'AST, donc environ 105 000 €. Le produit des amendes de police qui est plutôt bénéfique, environ 31 000 € qu'on abonde. Et également donc, un excédent au total de recettes d'investissement de 176 000 € et qui est réinjecté dans l'enveloppe prévisionnelle des travaux pour les projets structurants qui s'élève désormais à 4 509 000 €. Et nous vous proposons donc d'apporter au budget public des modifications dans le tableau ci-après dont je vous ai pour l'essentiel parlé dans ce petit propos. Alors payez vos amendes parce que vous avez vu qu'on a 31 350 € en plus. Voilà, grâce